Bienvenue sur l'Estamitech. L'Estamitech, le podcast de discussion dans la bonne humeur avec les acteurs de la tech du Nord. Je m'appelle Ludovic Bory et je vous accueille à ma table. C'est parti! Nous enregistrons cet épisode le 6 mai 2025 et ces dernières heures, deux événements majeurs ont eu lieu. Le premier, c'est OpenAI qui est en train de conclure un deal de 3 milliards de dollars avec Windsurf, l'environnement de développement agentique. 3 milliards de dollars pour un IDE qui permet d'accélérer la productivité du développeur. On sent qu'il se passe quelque chose. En parallèle, hier soir, gros événement, le premier meet-up Lille AI Code était organisé à Euratechnologie et j'ai pu y assister. Je vous propose dans cet épisode de faire un petit compte-rendu de l'événement et en profiter pour discuter avec mes camarades de tout cet écosystème en train d'évoluer à vitesse grand V. Je reçois Cyril Lacache et Bertrand Gressier. Bonjour messieurs, pouvez-vous vous présenter? Cyril. Bonjour à tous. Donc, je suis Cyril Lacache, j'ai 42 ans, j'habite à Lille, dans le nord de la France, je travaille chez Kima. Je suis développeur depuis très très longtemps. Je suis responsable d'équipe de développement chez Kima et j'utilise du coup les outils d'IA quotidiennement avec mes équipes. Donc, je suis ravi d'en discuter avec vous deux. Ça fait quoi Kima en 2 mots? Alors, chez Kima, on fait du contrôle qualité. Donc, on accompagne nos clients pour vérifier la conformité des produits dans les usines, la conformité des process. On délivre des certifications, on fait des audits. On a également des laboratoires dans lesquels on peut vérifier les produits de manière très précise. Et donc, on fait tout type de contrôle qualité partout dans le monde. On est 6000 dans le monde. Et donc, on opère dans quasiment tous les pays du monde. Donc, dans une même journée, moi, je peux me promener virtuellement le matin en Asie, à Shenzhen, sur l'heure du midi en France avec vous, et cet après-midi, j'irai au Brésil ou au Mexique, certainement. Ok. Bertrand. Donc moi je m'appelle Bertrand Gressier, j'ai plus de 42 ans, et je suis dans le métier du dev depuis maintenant plus de 20 ans, et puis actuellement je suis architecte logiciel chez ADO depuis quelques années. Et dans mon rôle, là, j'accompagne les équipes sur la partie engineering, sur les bonnes pratiques. Je les accompagne pas mal sur le design logiciel par rapport aux besoins business, pour s'assurer que ça matche avec, au niveau de l'architecture qu'on veut mettre en place. Et là, ces derniers mois, au niveau de l'IA, en fait, je fais pas mal de veille parce que je vois ça a un gros impact aussi bien sur les pratiques de dev, dans les métiers du développeur qui est en train de changer, mais aussi sur la partie implémentation, en fait, la manière dont on conçoit certains applicatifs. Et c'est pour ça que je m'intéresse vraiment de près à cet écosystème qui évolue très, très, très vite. Alors vous travaillez tous les deux dans des grosses entreprises. C'était un peu ça qui m'intéressait, moi, d'avoir un petit peu votre point de vue sur l'impact que tous ces nouveaux outils peuvent avoir sur les pratiques de développeurs en grande entreprise. D'ailleurs, Cyril, bah, toi, ton job, c'est de faire des audits de qualité, mais j'imagine que vous vous appliquez ce genre de choses aussi à vous-même dans vos pratiques. Oui, Donc, il y a un lien. j'imagine qu'on OK, j'imagine que vous pouvez pas faire, n'importe quoi, et c'est ce qu'on va essayer d'aborder dans cet épisode. Alors, déjà un petit retour d'expérience, hier soir, on a assisté à un meet-up où, il y a 4 personnes, de l'écosystème lillois. Alors j'ai bêtement oublié de citer leur nom. Cyril, je sais que tu en connais un, tu pourras au moins le citer. Ah bah, Julien Robidet, Julien, je peux te donner tous les noms si tu me donnes 2 minutes. On OK. va taper. Donc, l'idée, de ce meet-up, c'était hier soir, de créer un premier événement pour présenter les outils, les différents cas d'usage, autour des outils, d'IA génératifs, que ça soit pour le développement, mais pas que. Ça a parlé un petit peu de marketing ou ça a parlé, de pratiques entrepreneuriales. Hem, Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'événement, Bertrand? Je trouvais ça intéressant déjà qu'il y ait un premier meet-up sur l'île sur ce sujet-là. J'ai bien aimé l'intro parce qu'en fait, ça bouge vraiment très très vite au niveau des informations en termes d'IA, hein. Ce qui est vrai le jour J n'est plus forcément vrai la semaine suivante. Et déjà d'avoir plusieurs feedbacks sur des personnes qui le pratiquent dans leur métier,
dans différents exemples aussi. Tu vois, la partie marketing, c'est intéressant de ce que le gars a pu présenter sur ce sujet-là. Sur la partie code, moi, c'est un sujet que je connais mieux. Et je vois que déjà, c'est intéressant parce que par rapport à ce qui a été présenté et ce qu'on peut faire aujourd'hui, il y a déjà des gros deltas. C'est ça qui est assez fou cet environnement-là. Et puis, non, mais c'était intéressant aussi de pouvoir discuter et de voir d'autres personnes sur l'île sur ce sujet-là. Ça s'adressait à qui, à votre avis? Parce que J'avais l'impression que c'était parce plus qu'il y avait, orienté pour les freelances et pour les personnes qui veulent monter une entreprise en tant qu'indépendant ou micro-entreprise. Mais c'était très bien, ce qui a été dit, c'était aussi applicable en grande entreprise. Mais quand la population présente, ça me semblait plutôt des personnes du monde des startups ou en création d'entreprise, alors on était quand même dans l'incubateur, du premier étage là, Euratech. Alors il y a peut-être un biais aussi, sur le lieu. sûrement. Il y avait un peu tous les âges, des anciens ils se présentaient comme anciens développeurs qui avaient envie de recoder aussi un petit peu. On sentait des gens frustrés, dans leur expérience par, beh, on a envie de faire un prototype et puis tout de suite on va être, frustré par le fait que des développeurs ou développeuses vont nous dire: «Ah ben OK, ça va prendre un mois, pour faire, ce site vitrine et puis tester ça et puis faire de l'A/B testing et puis faire tous ces trucs» et on sentait qu'ils avaient eu cette expérience-là dans leur vie et qu'ils cherchaient des outils et des moyens pour, pouvoir tester, prototyper hyper vite quelque chose, heu et que ces nouveaux outils leur permettaient peut-être de faire ça. Est-ce que vous avez eu le même ressenti sur le besoin initial? C'est vrai que ça donnait l'impression que c'était très orienté agence de com. En fait, on a besoin de faire un site assez rapidement sur un lieu, sur un événement, des choses comme ça. Et donc là, pour le coup, ben, ces outils-là, ils sont extrêmement bien adaptés, en fait. Et c'est vrai que sur ce cadre-là, je trouvais que c'était bien à jour et peut-être un peu de couvrir un peu moins la partie développeur. Même s'ils l'ont quand même couvert cette partie-là, mais peut-être que ça s'adressait un peu moins à cette population-là, en effet. Il y en avait Ils deux l'ont d'entre eux présenté en 3 parties. Ils ont ouais, vas-y. Vas-y Cyril, excuse-moi. Il y en avait deux d'entre eux qui lançaient une nouvelle entreprise en but d'accompagner toute entreprise qui a envie de se lancer dans la partie agent IA. Donc aussi, je pense que le Meetup va aussi évoluer en fonction des profils qui vont contribuer. Mais ouais, c'est Julien Robidet et Pierre-Yves Bazaznac qui lancent un nouveau business, une nouvelle entreprise qui s'appelle Oco. Donc on leur souhaite bonne chance dans leur création. OK. Oui. Puis donc clairement dit, hein, c'était une V0. L'idée, c'était déjà de réunir la population lilloise intéressée par le sujet et que après, c'était quand même très collaboratif. Derrière, l'idée, les prochains événements vont aussi se forger par rapport aux personnes motivées de parler de ce sujet-là dans le nord de la France, en fait, aussi. Ils ont présenté, en trois familles de logiciels. Donc la première famille, c'était, la famille de Vibe Coding, qui est un mot que j'aime pas trop, mais bon, j'arrive pas trop à dire pourquoi. Je trouve qu'il fait, Est-ce ça que c'est fait en anglais? bullshit à juste le dire comme ça. Faut trouver un équivalent en Peut-être, mais français. je sais pas pourquoi, moi, Vibe Coding, je peux pas m'empêcher de voir Brise de Nice, quoi. Ouais, c'est ça, tu vas Tu avec vois? une planche de surf à faire ton code. Exactement, je trouve ça mais nul, mais bon, c'est Il comme y a un ça. côté un peu Donc ils ont présenté nonchalant. des outils, comme, Il y a un côté nonchalant dans le nom Vibe Coding. ouais, Il y a un côté cool aussi, tu vois. ouais et puis ouais. Beh, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu, mais c'est pas il y a rien de cool, quoi. Enfin, ouais, mais bon, je sais pas. Donc ils ont présenté des outils comme, Lovable entre autres, qui fait ça, où, vraiment, tu promptes et puis tu vois ton interface se dessiner, pour prototyper, très rapidement. Après, ils ont présenté, une deuxième famille d'outils qu'ils ont, appelé ça Visual Programming, avec entre autres WeWeb, qui là va générer aussi, des composants, heu et et une dernière famille, qui sont les agentiques, IDE comme, Cursor et Windsurf. Heu,
leur parti pris, c'était de dire que plus on avance dans les familles, et plus on a besoin d'un niveau d'expertise. Et j'ai l'impression que c'est votre avis. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des outils de pur vibe coding et de visual programming? C'est super bien, quand tu veux créer quelque chose de très simple. Par exemple, tu dis: «Je veux lancer, le site internet, du boulanger avec qui je suis devenu copain et sur ce site-là, je vais pouvoir faire un peu de commandes, de manière très simple». Tu expliques, à Lovable, à Bolt ou à un autre, concurrent en lui parlant, en discutant à l'oral, tu lui expliques ce que tu veux et il va te faire ce site-là en quelques minutes. Ensuite, tu vas te rendre compte que le design te convient pas forcément, tu vas lui demander de changer. Euh, Ça marche très bien. Mais par exemple, hier, pendant le talk, j'ai essayé de générer l'exemple qui était nommé, qui était un Rubik's Cube avec 10 faces, qui était solutionné en 3D, en live. Et Lovable n'a pas du tout réussi à le faire, il a explosé assez rapidement, il n'arrivait même plus à compiler son propre code. Et sur Bolt, il a réussi à me générer une application qui fonctionnait bien, sauf que graphiquement, c'était pas du tout un cube en 3D. On voyait les différentes faces, mais c'était un peu pas aussi beau que la démo qu'on a pu avoir hier soir. Donc c'est des bons outils comme ça quand tu veux faire des petites applications, mais dès que tu vas vouloir contribuer à un système d'information qui est plus global, ils sont pas faits pour ça du coup. Ils sont faits pour bootstrapper, je Mm. pense, des Bah, en fait, MVP et ils vont évoluer. Hein. mm, mm. En fait, c'est ça, c'est qu'après, c'est aussi très dépendant des modèles, et ça, c'est aussi c'est une nouvelle compétence qu'on doit acquérir, en fait, parce que derrière ces fronts, ces clients-là que tu utilises, derrière, il y a plein de modèles, des LLM différents, qui ont des forces et des faiblesses. Et finalement, là, les outils que tu as utilisés, la démo du Cube qui marche bien, c'est sur du Gemini 2.5 Pro qui sait bien le faire. Mais si tu utilises un modèle peut-être un peu plus ancien dans l'IA, c'est peut-être quelques mois, en fait, il sera moins bon pour faire certaines choses. Il y en a qui sont meilleurs pour certaines choses, d'autres moins bons. Et en fait, tu peux arriver à le faire. Là, puis pour répondre à ta question, en fait, aussi pour certains cas d'usage assez simples, ça donne un peu des capacités à faire. Toi, on connaît tous le Excel, c'est l'outil à tout faire pour arriver déjà. On est capable de faire un petit SI dans du Excel. Tu vois. Ça demande pas des compétences de fou, et en fait au bout d'un moment, si c'est trop compliqué, ça devient ingérable finalement, un peu comme nos applications qu'on peut faire, hein. On peut quand même faire le parallèle avec ça, c'est que tant que ça reste simple, c'est quand même faisable. Tu vois, moi je me suis amusé à créer un jeu pour m'aider à m'entraîner pour mon passage de grade au judo. Et en fait, j'ai pu faire un jeu dynamique où ça m'annonçait le nom des prises, ça me faisait comme des cartes qui défilaient avec la voix. Et en fait, ce jeu-là, j'ai fait que prompter ce que j'avais besoin. Et le truc était hyper fonctionnel, et je pouvais l'utiliser sur mon téléphone. Donc ça, pour ça, ce genre Ouais, de truc, c'est génial, tu vois. mais d'accord, mais tu l'as fait, toi, dans un cadre développeur, peut-être, plus avec un IDE agentique, Pas du tout. sûrement. Non, non, Vraiment? c'était du Gemini, je crois qu'il y a l'équivalent sur ChatGPT, où tu as un mode, comment on appelle ça? C'est un mode écran, en fait, c'est un mode où derrière, il va directement générer le code et te faire le rendu du résultat. Donc, tu vois à peine le code, c'est surtout tu as le rendu Live. qui est fait. Donc, en fait, là, j'étais pas du tout sur un IDE. J'étais en mode, voilà mon besoin, et puis j'ai su y aller étape par étape. Tiens, commence voici le nom des prises que j'ai besoin, rajoute-moi la voix. Puis en fait, à force de questions-réponses, de rajouter, en fait, j'ai complété mon jeu tout doucement pour aller jusqu'à un moment donné, je suis satisfait. C'est ce que j'avais besoin. J'ai pas besoin d'un truc très compliqué. Ça fait exactement ce que j'ai besoin, go, quoi. Mais tu vois, genre Cyril, hier, donc a essayé de faire juste l'exemple proposé avec le Rubik's Cube, ça n'a pas marché. Heu, on est en plein dans un pic de hype où, des nouveaux outils, il y en a un toutes les semaines, heu, qui te promettent quand même de créer des applications, en partant de rien, très simples et tout ça, mais ça marchait pas et tu t'en sors pas, quoi. Mm. C'est parce que j'ai pas utilisé C'est, le bon outil et en plus, quand pour tu faire le regardes jeu. les influenceurs, Si j'avais voulu faire ce jeu-là, j'aurais pas utilisé ces outils-là. Je fais exactement le même jeu, mais je le fais avec Cursor ou avec Windsurf ou autre chose, et je sélectionne les bons modèles que moi-même, je vais y arriver. Il y a Levels.io, qui est un Twitter assez connu, qui a pu développer un jeu vidéo en 3D
assez rapidement d'avions de combat, juste en vibe coding. Il connaissait rien du tout au développement du jeu vidéo. Il a juste demandé à Claude de le faire pour lui. Et ça lui a permis de lancer un jeu qui aujourd'hui lui rapporte, je crois, environ 100 000 dollars par mois. Dans cet ordre de grandeur-là, non, je dis peut-être des bêtises, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois en tout cas, même s'il a eu un pic au premier mois, juste en vibe codant et en discutant avec un texte, avec un chat, quoi. Donc c'est possible, ce qu'on voit dans les vidéos et dans les pubs, parce que tous les outils ne permettent pas de le faire. Et hier, je voulais tester avec les outils qui étaient annoncés et recommandés. Mais cela, peut-être que le fait de faire un Rubik's Cube 10 faces, c'était trop compliqué. Peut-être que si j'avais demandé un Rubik's Cube 3 normal, ça aurait fonctionné. Ouais, puis en fait, peut-être que le détail qu'on n'a pas eu, c'est tu sais pas combien il y a eu d'allers-retours, parce que des fois, ça marche pas du premier coup, et en fait, tu demandes, tu dis ça fonctionne pas, et ils retravaillent. En fait, tu n'as pas non plus le détail est-ce que ça a été fait one shot, toi? On sait pas. Bah, souvent, les gens, ils sont un peu de Ok. Marseille, ils vont te Bon, on dire. va rentrer un peu dans le détail. Ouais. Les gens, En, souvent, ils en fait, vont. c'est toujours ça, c'est se méfier de... Quand ton métier, c'est de vendre de l'IA, bah, évidemment que tu vas enjoliver, tu vas enjoliver tout ce que tu peux faire avec l'IA, quoi. Bon. Moi, j'ai travaillé avec vous il y a, bon, je sais pas, 10-15 ans, un truc comme ça, je pense. Facile. C'est ça. Euh, et à l'époque, donc on travaillait chez ADO. À l'époque, il y avait des pratiques de développement qui étaient assez quand même rigoureuses. Vous aviez une rigueur dans le résultat attendu qui était assez affirmée. Sur la qualité de code, c'était, on dirait, que c'était du craft. Sur la couverture de code, sur le test, sur la qualité attendue. Et j'ai ce souvenir de vous et de ce travail avec vous. Euh, Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans les pratiques de développement, dans vos équipes, d'utiliser des outils dont le code est en partie généré? Hier soir, il disait aussi, ah ben il y a des trucs que les développeurs ils détestent faire, ça permet de générer des tests. C'est vachement cool. Les tests, vous avez plus besoin de les écrire et puis regardez, ça va itérer jusqu'à ce que vos tests soient verts. Mais moi, ça me fait hyper peur, quoi. Un bon test, c'est un test qui commence par être rouge et je suis content qu'il soit rouge. Et, et donc, c'est quoi, vous, derrière votre réflexion vis-à-vis du craft et vis-à-vis de tous ces outils qui sont en train de sortir et qui vous aident à coder? Cyril? Alors, c'est vrai que le craft, il y a un côté d'être fier du travail qu'on a pu faire, d'être fier du travail bien fait. C'est ça qui ressort aussi dans le craft. Et donc, je peux comprendre que pour certaines personnes, vu qu'on délègue une partie importante de son travail à un ordinateur, on perd un peu de cette fierté-là parce qu'on n'a pas soi-même bâti la totalité de l'œuvre qu'on a créée. Mais pour moi, ça reste du craft quand même, parce que je vois l'IA plutôt pas comme quelque chose qui va me remplacer dans mon travail, mais quelque chose qui est un outil qui va augmenter mes capacités à faire. Et je suis tout le temps aussi responsable d'accepter le code qui a été généré qu'avant. Je peux pas dire, bah non, ce code-là, il a fait un bug, mais c'est pas moi. C'est à cause de l'IA. Je suis responsable du commit et de la pull request qui va être fait dans l'application. Donc, on ne change pas trop nos exigences en termes de qualité par rapport à avant. Par contre, ce qui change grandement, c'est l'efficacité, je trouve. Parce que des tâches qui étaient estimées à un certain nombre de jours de développement avant, pas toutes, mais certaines, si elles sont bien décrites et si elles ont un scope bien défini, et qu'elle ne touche pas à 5 applications dans ton système d'information, vraiment, tu peux réussir à la faire en moitié moins de temps, facilement en fait, sans forcément suivre toutes les recommandations de comment faire le meilleur prompt du monde, hein. Juste en vibe codant, désolé Ludo, mais en discutant avec ton IDE et en lui envoyant le ticket Linear ou Jira qui va bien, et ben derrière, il va réussir à faire quasiment la totalité de ce qui a été demandé. Il faut juste que le modèle il ait accès au code et que ton projet soit assez bien documenté avec des règles pour guider l'IA. En fait, ça marche extrêmement bien. C'est bluffant, c'est grisant.
Donc Bertrand? sur les parties craft. De notre côté, en fait, je vais reprendre quasiment tout ce que tu as dit, c'est-à-dire que au final, c'est les développeurs, c'est l'équipe qui est responsable du projet et du code qui est écrit. Donc, en fait, on délègue pas, on donne pas les clés du camion à l'IA qui le fait à notre place et puis on est content. Donc, toutes les pratiques de qualité, de développement, en fait, l'exigence, elle est exactement la même. En fait. Et au final, c'est une pull request qui est validée par des humains. Aujourd'hui, la validation, on peut avoir de l'assistance sur aussi la revue de code, sur la revue de pair, on peut le faire, mais c'est toujours un humain qui clique sur valider. Et donc ça, c'est hyper important encore aujourd'hui et encore, je pense que pour quelques temps, on va pas tout de suite donner les clés du camion à l'IA pour dire, bah, en fait, ce qu'on fait, est-ce que ça respecte toutes les exigences aussi de sécurité, d'accessibilité, de scalabilité, enfin tous les trucs en T, là, si on parle en anglais. Et en fait, ça, c'est hyper important aujourd'hui quand même de garder la compétence. Par contre, c'est vrai que ce qui change, et toi, quand ça arrivait, ce qui s'est passé là chez nous, c'est qu'on a donné des licences GitHub Copilot à tous les devs qui le voulaient. Et moi, je l'ai pris aussi le train à ce moment-là où, au début, c'était sympa, tu vois, ça t'aidait un peu. Des fois, ça t'emmenait. Il y avait beaucoup d'hallucinations, donc souvent, ça te faisait quand même aussi beaucoup de perte de temps parce qu'en fait, il a inventé des trucs qui étaient incroyables, mais ça n'existait pas. Donc en fait, ça te faisait pas mal perdre de temps. Donc c'était comme comment dire, directement intégré à l'IDE, ça t'aidait un peu, mais sans plus. Et finalement, toute cette partie ça peut écrire du code à ta place, c'est ultra récent. Ça date, c'est seulement il y a quelques mois en fait. Avant, ça n'existait pas du tout, c'était pas mûr du tout. Et, euh, Pour moi, ça et fonctionne donc, bien Moi, depuis. pour revenir à ta question, C'est que seulement depuis, je crois, novembre que les outils que je teste fonctionnent bien. J'ai l'impression qu'avant, c'était pas efficace, je perdais du temps. Mais depuis Noël, disons, je gagne beaucoup de temps dans mon quotidien. C'est Noël. c'est les bah alors, derniers modèles. Ouais, ouais. je vais vous poser une question. Si on va, ok, donc les derniers modèles qui sont sortis, les Gemini 2.5 Pro et compagnie, les Claude Sonnet 3.5, 3.7, Très bon, si on très bon s'arrête à comme ceux-là, Mm. sont vraiment performants et nous aident dans le quotidien. Mais si je pousse un peu le truc, là, on parle de même pas 6 mois, quoi. Ok. Et vous êtes en train de dire, bah, c'est l'humain qui a encore la responsabilité de cliquer et de valider pour obtenir un résultat qualitatif. Vous avez pas peur que dans 6 mois, euh, on, on atteint un tel niveau de complexité facilement que très facilement, vous allez avoir des pull requests de 5000 lignes, 10 000 lignes qui soient hyper complexes, trop durs à lire. Vous les avez générés hyper rapidement. Ça répond à des besoins qui sont bien plus complexes qu'avant et vous soyez en incapacité humaine à les valider vous-même. Et donc là, en fait, vous n'avez plus la maîtrise. Ça, c'est une très bonne remarque. En fait, euh, pour le moment, vu que c'est l'humain, finalement, ça va être l'humain, peut-être le facteur limitant, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'humain qui valide toujours. Et donc, si ta pull request, aujourd'hui, on n'accepte pas une pull request qui est illisible, trop grosse. En fait, euh, aujourd'hui, on peut le faire aussi. Hein, tu vois, tu dev pendant 3 semaines et puis tu fais une grosse paire. Et en fait, personne va vouloir refaire une revue de ça. Ça va être extrêmement compliqué. Enfin, après, ça dépend aussi de la taille aussi de ce que tu vas faire. Là, donc, par rapport à ce que tu dis, si d'un seul coup, là, tu commences à dire, je donne un peu les clés du camion, c'est tellement trop gros. De toute façon, j'aurai jamais le temps de faire de la revue, puis tu blind merge là. Je sais pas, là, je fais confiance. En gros, si tu fais ça, c'est je fais confiance. Je sais pas si on est aujourd'hui prêt à aller jusque-là. En tout cas, sur des parties, peut-être sur des choses un peu moins sensibles. On peut s'autoriser à faire peut-être ça des fois, mais sur des parties qui sont cœur de métier, sur lesquelles tu veux avoir du contrôle, aujourd'hui, on n'est clairement pas prêt, en tout cas de chez nous, à faire ça. À mon avis, c'est comme dans tous les sujets Cyril, nouveaux. c'est quoi ta vision? Ouais. Tu vas avoir des personnes qui vont être assez conservateurs, comme on l'est, de dire le code de l'IA, c'est à l'humain de le valider pour pouvoir le supporter en production. Et on va avoir d'autres points de vue en fonction de l'évolution de la technologie qui vont commencer à dire, mais non, en fait, ça fait gagner tellement de temps l'IA, ne perdons pas de temps à relire le code. De toute façon, l'IA, si on veut faire évoluer ce même code plus tard, ce sera son problème de le faire évoluer.
Et donc on va avoir ce débat à un moment donné, d'ici moi je dirais d'ici quelques années. Je pense pas que ça va arriver cette année, malheureusement. Mmh. Mais ça va arriver d'avoir cette discussion de où est-ce qu'on met le curseur dans l'acceptation du code. Et moi, je peux pas te prédire ce que je vais penser dans un an, hein. Mais pour l'instant, on garde les mêmes pratiques en termes d'exigence de qualité et d'échange entre les développeurs et de maîtrise, parce que j'ai pas envie du tout de me retrouver dans une situation où le modèle d'IA il est down et donc il est pas accessible. Et du coup, je peux plus faire évoluer le code parce qu'il y a que lui qui le comprend. Aujourd'hui, s'il y a un problème en prod, c'est moi qui suis responsable de le régler, pas une IA. Et alors ça me permet de transitionner vers un autre sujet. Aujourd'hui, le coût financier de l'utilisation de ces outils est proportionnel à la complexité, demandée ou la complexité du projet. Parce que donc c'est relatif à la taille du contexte et donc c'est à la taille de votre projet et etc. Si on demande à une IA d'écrire une bonne partie du code, c'est aussi faire grossir d'autant plus vite le projet et ça s'auto-nourrit financièrement ce truc. Ça grossit encore plus vite et tout ça. Comment vous gérez, vous, les coûts, les budgets et vos limites de complexité dans vos pratiques de dev tous les jours? Parce que ces outils fonctionnent, forcément à travers des API et donc au nombre de tokens et plus le projet est gros, plus le projet est complexe et plus chaque, demande coûte cher. C'est ça, hein? Alors oui, tu peux aussi faire tourner les modèles en question localement. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus à l'avenir. J'ai posté un article de blog à ce sujet-là justement hier. Donc aujourd'hui, la plupart des gens, ils utilisent ces outils en déléguant un modèle qui est dans le cloud. Et donc tu payes forcément à chaque fois. Mais si tu as un ordinateur assez puissant ou un serveur local dans lequel tu peux faire tourner des modèles d'IA qui sont capables, euh, tu vas déplacer le Ah. Ah, Cyril, on t'a perdu. Excuse-moi Cyril, je voulais me muter, je crois que je t'ai muté sans faire exprès. Ah, je me Excuse-moi. suis auto-démuté. Mais tu me dis hein, si je dis des Ouais. bêtises, Ludo, je peux me muter tout seul. Non, non, vas-y, excuse. C'est moi. Non, Vas-y, mais et du coup, rembobine. c'est T'en juste pour étais où? dire qu'il y a plusieurs façons d'utiliser ces outils. On peut les utiliser aussi en local. Et dans le coup, les coûts sont totalement différents parce que tu investis dans une Ouais. machine sur laquelle tu vas amortir dans le temps. Donc sinon, pour les coûts, pour moi, les coûts aujourd'hui sont assez quasiment négligeables à l'échelle d'un coût de développement, en tout cas dans les pays comme la France. C'est vrai que peut-être dans des pays plus exotiques où les coûts de développeurs sont divisés par 5. Alors oui, le coût de l'IA correspond à une proportion très importante, mais aujourd'hui, on parle de quelques dizaines, voire centaines de dollars par mois pour vraiment bénéficier pleinement de ces outils. Et comparé au salaire et au coût total chargé, que ce soit en interne ou en prestation, c'est négligeable et ça fait gagner bien plus de temps que le coût que ça rajoute. Donc même si ça te coûte maximum 5% de plus au grand max par rapport au coût que tu n'avais pas avant ces outils, comme ça te fait gagner pour moi environ, je dirais, 20% minimum d'efficacité au global, on s'y retrouve pleinement. Et pour compléter, donc déjà, pour le coup, en effet, toi, avec GitHub Copilot, ça marche avec des forfaits. Donc là, la licence pro, je crois que c'est $20 par mois, et c'est du tout compris. C'est-à-dire que derrière, c'est un forfait d'usage. Il doit y avoir des rate limits derrière, mais aujourd'hui, on n'est pas trop impacté. Mais donc là, c'est pas un usage via API. Et c'est vrai que pour avoir testé du Cloud Code, là, aujourd'hui, ça peut aller très vite. Tu vois, tu joues 2 heures avec, tu construis, t'en as vite pour 30-40 $. Donc après, quand ça a un coût personnel, c'est cher. Quand tu es à un TJM à 450 euros par journée, bah, en fait, ça coûte pas si cher que ça. Mais ça, c'est encore, ça, on raisonne, toi, on est super early, on raisonne aujourd'hui, là, en mai 2025. En fait, si tu regardes le coût que ça faisait, bon, déjà, les modèles, ils n'étaient pas assez costauds pour faire ça, mais tu rembobines que de 6 mois, même moins en arrière, ça coûtait encore bien plus cher que ça. En fait, on arrive où les modèles s'améliorent et aussi, ils demandent de moins en moins de puissance de calcul. Faire tourner ces modèles-là sur une machine, c'était totalement utopique il y a quelques mois. Aujourd'hui, ils arrivent à les fine-tuner, à les distiller suffisamment pour qu'en fait, tu arrives à avoir des modèles un peu plus spécialisés qui tournent sur ton Mac.
Ça, c'est des choses qui arrivent. Et on n'est que maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a des investissements énormes qui sont mis là-dessus parce qu'en fait, de toute façon, le marché, il se rend bien compte que ça ne scale pas du tout aujourd'hui. Si d'un seul coup, on décide tout le monde de faire de l'IA dès demain, en fait, on n'a pas la puissance de calcul pour. En fait, ça marcherait pas. En fait, il n'y a pas assez de data centers. Alors, ils construisent plein de data centers, mais même aujourd'hui, c'est pas suffisant. Donc, en fait, ils sont obligés de les améliorer. Si tu regardes un peu, c'est pour ça que le DeepSeek avait posé des gros problèmes, notamment à Nvidia, parce que en fait, ils se sont dit, bah, tiens, pour une fraction du prix, en fait, je le fais quasiment aussi bien. Et là, il y a le DeepSeek R2 qui va sortir, et ça va être la même vague. Là, ils sont en train sur des puces plus simples, ils vont arriver encore à un coût, encore à une nouvelle fraction du nouveau prix. Donc en fait, j'ai l'impression que si tu te projettes en avant, en fait, vu les recherches et les développements qui sont mis dans les nouveaux modèles, ça va plus être tant un problème que ça. En fait, ça va tourner sur ton téléphone portable, tu vois, ces trucs-là. Alors peut-être des modèles plus spécialisés, hein, mais Il n'empêche qu'aujourd'hui, on est quand même dans le flou. Enfin, parce que on paye un coût aujourd'hui, je sais pas, on va dire 10 centimes la requête, ce qui doit être pas si loin de ça. Euh, et ces 10 centimes on sait qu'ils perdent de l'argent sur ces 10 centimes aujourd'hui. Il y a eu des tels investissements partout. Ce sont des entreprises qui crament de l'argent tous les mois. Donc le vrai coût, on le connaît pas. Tu dis que c'est un pari sur l'avenir, sur le fait que demain les 10 centimes seront rentables parce que ça sera bien plus efficace. C'est un pari. C'est un pari. On est bah, d'accord? c'est pas qu'un Ouais. pari, parce qu'en fait, si tu prends juste un peu de recul et tu regardes en fait la courbe, en fait, ça suit quand même pas mal cette courbe-là, en fait, en termes de efficience énergétique versus qualité. Ok. Il faut quand même, on est obligé de toucher un mot sur. Quand on parle d'efficience énergétique, on parle aussi de data centers qui sont principalement aux États-Unis aujourd'hui. Donc ça veut dire avec des refroidissements qui ont consommé pas mal, enfin des data centers basés sur des refroidissements qui ont consommé pas mal de flotte. Potentiellement l'électricité utilisée est aussi assez carbonée. Donc pour faire tourner tous ces modèles et entraîner tous ces modèles, aujourd'hui l'efficacité écologique et énergétique, elle est pas terrible quoi. Le pari, c'est aussi qu'on on soit peut-être plus capable de s'approprier tous ces sujets pour arriver à en faire quelque chose à la fois d'efficace et de pas trop dégueulasse, quoi. Mais bon, j'imagine qu'il y a des gens qui maîtrisent bien mieux ces sujets que moi. Ouais, Mais je c'est je quelque comprends chose dont il je faut, comprends la j'imagine, se crainte, hein. préoccuper quand même, quoi. L'écologie, c'est important, faut faire attention à pas faire n'importe quoi, on veut pas brûler la planète, c'est la seule planète qu'on ait, donc faut qu'on fasse attention, c'est clair. Mais aujourd'hui, ça apporte tellement d'avancées en termes d'efficacité que je pense que ça vaut pas le coup de s'arrêter parce qu'on a un risque d'impact environnemental qui soit trop fort. Au contraire, je pense que ça va nous ouvrir tellement de portes qu'on pourra être bien meilleur derrière pour améliorer l'efficacité énergétique, pas seulement du développement, mais de toutes les choses qui existent dans le monde. Donc il faut pas sous couvert de protection environnementale, arrêter de faire de l'IA. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à gagner qu'à perdre, même de ce point de vue-là, à moyen terme. Même si oui, au début, comme tout changement, il y a des frottements et ça coûte de l'argent parce que c'est pas efficace les premières versions. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, pour moi, je le mets au même niveau, même plus qu'un changement de paradigme. Tu vois, c'est un peu comme l'arrivée d'Internet. Tu vois, je le vois comme ça. Tu vois, je suis dans la tech depuis plus de 20 ans. L'arrivée d'Internet a créé un énorme bouleversement dans la manière dont on concevait nos applications. On n'était plus sur du monolithe. On commençait à, tu vois, on a connu tous les bouleversements, les transformations qu'on pouvait avoir dans l'IT à ce niveau-là. Et puis là, il y a l'IA qui arrive et qui en fait qui crée un changement de paradigme énorme sur lequel en plus c'est compliqué parce qu'en fait on voit pas le bout de la route. Là. On sait pas trop jusqu'où ça va. Aujourd'hui, on a des intuitions. On essaye de nous vendre beaucoup. Il y a aussi beaucoup de marketing, tu vois. Et c'est vrai il y a énormément de hype. On essaye de nous vendre un peu tout et n'importe quoi dessus. Et c'est vrai que ça peut être assez stressant sur cette route-là. On ne sait pas trop ce que ça va. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça crée un changement de paradigme énorme et donc ben ouais, comment on fait avec ça, toi, il faut quand même c'est important de prendre le train, de comprendre comment ça marche, et évidemment ça peut créer des problématiques là environnementales, etc., qu'il faut surtout pas renier, mais faut essayer de faire au mieux par rapport à tout ça. Bon.
OK. Parenthèse, refermée, mais c'était important de l'évoquer. Hem, rentrons un petit peu dans le vif, du sujet. Pour vous, quels sont vos outils du quotidien? Heu, votre petit coup de cœur en mai 2025, parce que peut-être que dans 2 mois, ça sera pas les mêmes outils, mais là, demain, vous devez faire du développement, vous qu'est-ce que vous ouvrez sur votre ordi? Vim? Comme Quand je fais une heu, commit, un commit, c'est encore du vieil. Bertrand, qu'est-ce que tu utilises? Hem, moi, je suis rentré au début avec, Cloud Code. En fait, donc je voulais sortir de GitHub Copilot, que je le trouvais assez limité, même si aujourd'hui ils ont fait d'énormes, mises à jour pour pas, perdre le train. Donc, j'ai commencé à faire du Cloud Code. Donc là, c'est en mode terminal et puis tu peux, en promptant, en fait, ça modifie ton projet. J'ai trouvé ça intéressant, de ce fait-là, d'être quand même proche de ton code à ce niveau-là. Et j'avais pas testé des curseurs windsurf, je suis pas rentré dedans. Et là, ce que j'utilise aujourd'hui, ce que j'aime bien utiliser, c'est plutôt RooCode, R2OCODE, qui est un fork de Clean, parce qu'en fait, ils sont assez bas niveau. Tu vois, un windsurf, il va te biaiser un peu le modèle, il va pas te donner 100% du modèle, parce que derrière, tu payes un forfait mensuel. Et en fait, derrière, l'idée, c'est quand même que ce soit rentable pour eux dans ce 20 $ là. Là, tu payes à l'usage. En fait, c'est un mode API. Et il y a des mises à jour, des updates de ce plugin-là dans VS Code presque tous les jours. C'est un truc de fou, en fait. Et ça me permet de tester, d'expérimenter des nouvelles pratiques autour de comment je développe. Et notamment, une des dernières mises à jour qu'ils ont faites que j'aime bien, c'est pas où. Parce que sinon, la complexité, et c'est là où, en fait, le nombre de fois, quand tu commences dedans, c'est tu promptes, ça te fait du code, et puis au bout d'une heure, tu mets tout à la poubelle parce qu'en fait, t'es parti dans un cul-de-sac. En fait, tu vas souvent dans des cul-de-sac quand tu codes directement. Et finalement, comme quand on code directement sans réfléchir, on a aussi les mêmes problématiques. Et là, ce que j'aime bien avec RooCode, c'est qu'il y a un mode architecte où tu peux discuter par ping-pong sur la conception, ce que tu veux faire. Et une fois que tu sais, bah, OK, là, j'ai un bon plan, je suis content, tu peux même sauvegarder le plan dans un Markdown. Puis après, tu passes en mode exécution. Même là, ils ont rajouté un mode orchestrator. En fait, il peut découper ça en petites tâches à faire, qui peut utiliser même des modèles qui coûtent beaucoup moins cher, parce que tu n'as pas besoin d'avoir un gros modèle pour faire des petites tâches. Le gros modèle, il sert pour réfléchir à du global, mais les petites tâches, un petit modèle, ça suffit. Et donc, moi, c'est mon gros coup de cœur là, comme à l'utilisation. Et ce qui me permet aussi de suivre toutes les updates qu'il y a dans les pratiques qui arrivent de semaine en semaine. De semaine en semaine, il y a des changements. Donc RooCode, c'est sous la forme d'un plugin VS Code, on est d'accord? Exactement. À cause de Exactement. ça, OK. j'ai quitté JetBrains. Cyril, t'es parti chez JetBrains aussi? Non, moi je suis chez Cursor, c'est aussi un plugin, enfin c'est un fork de VS Code, donc on retrouve les codes de VS Code et c'est un concurrent entre guillemets du modèle RooCode, sauf que là c'est une entreprise qui vend un abonnement, alors que RooCode c'est un projet open source dans lequel tu lui donnes tes clés d'API. Donc c'est complémentaire on va dire, mais et c'est sur le même mode de fonctionnement, mais d'un point de vue commercial c'est un peu différent. Ça fonctionne quasiment pareil et ça fonctionne très bien surtout. Et maintenant, on peut utiliser des plugins directement dans le JetBrains en IntelliJ pour les développeurs Java par exemple ou Python. Et comme ça, ils gardent l'IDE habituel. Ils sont pas obligés de faire une migration vers VS Code et ils ont les plugins Windsurf ou autres qui peuvent fonctionner directement ou augmente code dans l'IDE JetBrains. Et ça fonctionne aussi très bien. Je pense que les différences entre les différentes options en termes d'expérience utilisateur, elles sont à la marge. Chacun a son petit avantage que l'autre n'a pas et ils se rattrapent les uns les autres. Il y a vraiment une course effrénée. Chaque semaine, quasiment tous les outils sortent des releases avec des nouveautés, soit pour rattraper leur retard par rapport à un concurrent, soit pour rajouter leur façon de voir les choses. Et après, c'est les concurrents qui vont devoir se rattraper. Donc, on ne peut pas changer d'IDE tous les jours pour tout tester, mais il faut vraiment bien suivre l'actualité pour rester sur le meilleur cheval. Mais comment, on sort du pic de hype, comme ça? Parce que on sait qu'il y a un pic de hype, un creux de déception et puis un plateau de productivité, un peu plus tard, quoi.
Là, on n'est clairement pas du tout encore au plateau de productivité. On est en train de naviguer à vue entre les différents outils. Ah, donc, il y a plusieurs questions. Vous avez quelqu'un qui onboard dans votre équipe. Vous lui dites de faire quoi? C'est quoi quelle est la marche à suivre, quoi? Avant, Cyril? avant qu'on arrive à parler d'outils d'IA, il va y avoir un certain nombre de choses à présenter à cette personne pour qu'il comprenne bien dans quelle entreprise il travaille, etc. Bien sûr, et dans quelle équipe il va s'intégrer. Mais assez rapidement, en fait, on va lui partager notre façon de fonctionner sur l'IA. Et donc, on a une boîte à outils qui est mise à disposition si on parle des développeurs. Ils vont pouvoir choisir entre différents outils qui sont déjà validés et qui sont pris en charge par l'entreprise pour éviter de leur dire bah, débrouille-toi tout seul avec ton compte personnel gratuit et après tout le code de l'entreprise se retrouve envoyé dans tous les serveurs de tous les IDE d'IA existants. C'est pas ce qu'on veut. Donc on les accompagne et on va leur fournir de quoi utiliser les bons outils. Après, on n'impose pas un outil du coup, parce que on pense que un développeur il sera plus efficace s'il utilise le meilleur outil de son point de vue. Maintenant, si les gens ils me demandent des outils complètement farfelus à des prix exorbitants et que personne d'autre utilise, c'est pas sûr que je le référence tout de suite. Mais les développeurs, ils sont adultes et donc la plupart du temps, ils s'accordent sur des outils en commun. Et en fait, chez nous, pour l'instant, on n'a que trois outils qui sont vraiment utilisés. Et les plus communs, c'est Copilot, GitHub, Windsurf et Cursor. Et si ton développeur, ou ta développeuse, n'est pas adulte, mais est junior, Ah bah souvent et qu'elle est les complète. juniors sont adultes, heureusement. Donc si on leur explique bien les choses, ils comprendront pourquoi il y a des restrictions dans l'entreprise sur les outils qu'on veut utiliser actuellement. C'est des choses qui peuvent peut-être être amenées à évoluer, hein. Peut-être qu'on sera plus flex dans quelques temps, quand on aura un peu moins peur de cette bête noire qu'est l'IA. Pour l'instant, on préfère contrôler chaque outil, vérifier que les données ne sont pas envoyées n'importe où dans la planète avant de donner l'autorisation à cet outil d'accéder à notre code. Mais pour les juniors, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, on va les accompagner comme un junior en général. Et donc, moi, une réaction qu'on voit souvent chez les juniors, c'est la peur de l'intelligence artificielle. Aussi parce qu'ils comprennent pas bien le développement. Alors, déléguer ça à une IA, ils vont pas forcément être capables, eux, de relire le code proposé par l'IA. Et donc, ils n'ont pas forcément confiance dans le fait d'accepter le code que l'IA leur a proposé parce qu'ils n'ont pas cette expérience que d'autres peuvent avoir pour juger de la qualité et que les choses ont été faites comme il fallait. Et donc, j'ai des juniors, par exemple, qui sont un peu plus frileux quand ils veulent vraiment apprendre le développement. Donc, après, ça dépend du niveau de maturité du junior en question. Assez rapidement, une fois que le junior il ou elles sont formés au développement, ils vont commencer à faire de plus en plus confiance à l'IA. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être faut faire très attention quand on relie les pull requests, soi-même ou celles des autres, parce que là, en ce moment, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent tous ces modèles, et donc il y a le risque qu'il y ait une pénétration de code imbitable qui entre et qui soit validée, elle est plus forte en ce moment qu'elle l'était il y a 6 mois. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Je trouve que la lecture de pull request n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, quoi. Et c'est même hyper subtil. C'est facile de laisser passer des petits trucs qui avant n'auraient juste pas existé parce que ça serait pas venu à la tête de la personne d'écrire quelque chose. Bertrand, tout à l'heure, vous avez dit que c'était possible d'héberger ses propres modèles et que c'était l'une des manières que le code de ton entreprise n'aille pas entraîner les prochaines itérations des modèles d'OpenAI ou quoi. Quelles sont les autres options? Euh, alors, il n'y a pas d'autre option. On est responsable de notre code. On ne veut pas alimenter des modèles, en effet, enfin, d'autres modèles sur le marché. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Bon, il y a toute une part de flou. Toi, sur toutes les API publiques, finalement, c'est pas exactement ce qui se passe avec ce que tu vas lui donner, hein. Euh, donc en fait, c'est pour ça que on limite quand même les possibilités des développeurs avec seulement ce qui est validé.
Donc là, avec Copilot, il y a des modèles, il y a plusieurs modèles utilisables dans GitHub Copilot. Tu peux faire du Gemini Flash, tu peux faire du OpenAI, tu as du Cloud 3.7 aussi qui est validé. Donc ça, tu peux l'utiliser et ça tourne, c'est garanti par GitHub. De ce cas, c'est eux qui hostent les modèles et derrière, ils te garantissent que c'est bien cloisonné, isolé et que ton code qui sera dans ton IDE, qui va passer dans leur modèle, en fait, il est bien protégé pour ça. Et après, tu as d'autres manières de faire. Via Vertex, nous, on a du GCP, donc tu es capable de faire tourner tes modèles aussi sur ce type d'environnement via du Vertex, donc dans GCP, pour faire ça. Donc, il ne faut pas utiliser les API publiques avec des keys sur lesquels on peut pas, à un autre niveau, on ne peut pas s'autoriser à faire ça. Ok, et c'est quoi la politique pour la peine? Tu génères une clé API pour chaque développeur en disant, bah tiens, voilà ta clé Vertex que tu donnes à tes outils, Cursor, etc. Et tu peux piloter comme ça l'usage de chaque personne. Alors ça reste vraiment un cas à la marge. Aujourd'hui, on le fait pas. C'est-à-dire que moi, je fais ce genre de choses parce que on fait de la veille. Il y en a qui font de la veille qui font ça. Aujourd'hui, c'est clairement l'exception. C'est-à-dire que le cas nominal, c'est aujourd'hui, en tout cas chez nous, c'est du Copilot avec les modèles validés par GitHub Copilot, mais en mode clé d'API via Vertex. Aujourd'hui, les développeurs, la plupart ne l'ont pas. Ok, Cyril, toi qui fournis la possibilité à tes équipes d'utiliser Cursor ou ce genre d'IDE, comment vous faites? Donc, comme je disais tout à l'heure, on va fournir de quoi avoir les licences pour les développeurs, pour quand ils utilisent des modèles qui sont dans le cloud. Sinon, s'ils veulent utiliser des modèles différents ou s'ils veulent directement les clés d'API pour s'intégrer avec certains outils, comme par exemple RooCode, on va pouvoir donner une API key, mais par équipe, on va pas le faire à l'individu, et ça va permettre quand même de suivre les coûts et de savoir quelle équipe consomme quoi, même si aujourd'hui, encore une fois, ça reste à la marge. Et sinon, tu peux faire tourner des Par modèles contre, c'est les API. comme par exemple Mistral. Si tu as une machine un peu boostée, pas mal de RAM, un bon CPU, tu peux faire tourner des modèles en local qui savent très bien coder. Mais ça reste encore plus un cas à la marge pour le Est-ce coup. que pour vous, c'est la fin de pratiques qu'on a poussées pendant des années comme genre le pair programming? Du tout. Tout à l'heure, justement, je voulais réagir. Tu disais la relecture de pull request, c'est encore plus important. Donc je suis d'accord qu'il faut faire attention à la revue de pull request, mais il y a aussi d'autres façons, et il y a toujours d'autres façons de relire le code. C'est de le faire en pair programming, de le faire en mob programming, euh, particulièrement en ce moment. Le fait de développer tous ensemble, toute l'équipe, alors quand je dis toute l'équipe, je parle de 3-4 personnes, hein, sur une même fonctionnalité pour apprendre l'usage de l'intelligence artificielle ensemble, c'est super efficace. Parce que non seulement on développe le code métier qu'on a besoin de faire, mais on apprend aussi les pratiques de dev et quelles sont les différentes options et les différentes façons de faire d'interagir avec l'IA. Et donc des fois, tu n'as même pas besoin, en ce moment, je trouve que des fois, on ne fait pas de pull request, enfin, on ne fait pas de revue de code, parce que le code, il a déjà été fait avec avec plusieurs personnes. Donc, entre guillemets, la revue, elle est déjà implicite. Et en ce moment, je recommande vraiment à tout le monde de faire du pair, parce qu'on est dans une phase d'apprentissage. Et donc, c'est le meilleur moment de se challenger, d'avoir d'autres points de vue, de partager ses connaissances avec les autres. C'est encore plus, je pense, important maintenant que ça l'était avant qu'on ait cette révolution. Tout à l'heure, tu as parlé, tant que j'y pense, de dire, bah, moi, un prérequis pour bien cadrer mes pratiques de développement, c'est que mon IA, elle ait accès à ma documentation, qu'elle ait accès à mes tickets, mon ticket Jira avec mes specs, et cetera, et cetera. C'est des choses qui sont intégrées dans Cursor, Windsurf et ce genre de choses? Le fait de pouvoir plugger, je sais pas, je suis en train de développer telle tâche Jira, va Bah, chercher l'info? Bertrand, tu connais bien aussi les serveurs MCP, je peux te laisser Ouais, répondre peut-être. ouais, ça c'est une excellente question parce qu'en fait, dans l'écosystème IA, en fait, ce qui est en plein boom en ce moment là, ces dernières semaines, c'est ça, c'est les outils comment tu fais pour augmenter ton IA. Tu as tes modèles, très bien, tes modèles, ils ont tes points forts, tes points faibles. Le problème d'un modèle, c'est que il est entraîné à une date T, et derrière, en fait, on ne peut plus rien lui faire rentrer dedans. Après, il y a le contexte que tu vas lui donner, mais le modèle, lui, il est fini. Il est fini à une date donnée. Et
pour améliorer, pour augmenter ton modèle, il y a des serveurs MCP. Et là, il en existe de plus en plus. Tape serveur MCP dans Google, tu vas voir, c'est assez fou. Il y en a vraiment maintenant pour quasiment tout. Tu as des serveurs MCP GitHub, donc tu mets ta clé GitHub et après, tu as accès à ton Git. T'as des serveurs MCP qui sont capables de faire de browser des sites web. Tu as des serveurs MCP un peu pour tout. Ou alors, une autre problématique, hier, quand on était à la soirée Vibe Coding, le speaker se plaignait que les versions comment dire, des librairies qu'il utilisait, elles n'étaient pas à jour parce que forcément, quand le modèle a été entraîné, en fait, il avait ces versions-là et entre-temps, la vie continue et donc ça s'améliore. Aujourd'hui, tu as des serveurs MCP, il y en a un qui s'appelle Context7, puis il y en a d'autres, qui permet de résoudre cette problématique-là. Et donc, tu rajoutes finalement ces outils-là supplémentaires à ton modèle. Lui, derrière, il sait ils sont déclarés, il sait qu'il peut les utiliser. Et en fait, quand tu lui demandes, par exemple, tiens, ajoute-moi telle librairie, en fait, il sait qu'il peut se référer à cet outil-là, l'utiliser pour avoir, tiens, si je fais du Spring, c'est quoi la dernière version de Spring que je dois utiliser, ou du Nest, ou peu importe, et pour être à jour. Et finalement, on est capable d'améliorer. En plus, de cela, c'est quelque chose qui devient ultra important maintenant, en plus des modèles, c'est donner des capacités supplémentaires avec des serveurs MCP, qui était un protocole, je ne sais pas si c'est un protocole qui émergeait, qui était poussé par Cloud Anthropic, là, il y a peu, en fait. Cyril, Yes, en parlant des serveurs MCP, ça me fait tu penser avais... à... Ouais, je voulais parler d'un des serveurs MCP qui est, je trouve, extraordinaire. C'est le fait de pouvoir discuter avec ta base de données en tant que développeur. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus impressionnant parce que tu peux donner accès un accès direct, une connexion à ta base de données de développement, pas de production, j'en conviens, mais toujours est-il que tu peux du coup discuter avec le schéma de ta base de données et demander à l'IA de faire tes requêtes SQL à ta place et de trouver un meilleur moyen d'accéder à des données, etc. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des demandes ad hoc. On me demande, tiens, est-ce que tu peux me donner telle donnée croisée avec telle donnée, etc. Je copie-colle le message, vraiment, dans l'IA, dans le curseur qui a accès au MCP de la base de données, et il me sort la data en CSV en 1 minute chrono. Si j'avais dû le faire moi-même, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Non pas seulement parce que je suis rouillé en SQL, mais parce que c'est difficile d'avoir 250 tables en tête en même temps, alors que lui, pour lui, c'est facile. Ouais, c'est ça, c'est Et logique. ça, c'est vraiment un truc qui change la donne, je trouve. Et tout à l'heure, tu as dit, Bertrand, il suffit d'aller sur Google pour chercher les serveurs MCP, mais tu vas encore sur Google alors? De moins en moins. De moins en moins. En fait, si tu veux le numéro de téléphone d'un bon estaminet, par exemple, tu demandes encore, tu vas peut-être encore chercher dans Google, mais c'est vrai que de moins en moins, tu as raison. Et puis, il y a il y a différents modèles, notamment le modèle Deep Search. Des fois, tu as besoin de faire une recherche très profonde qui t'aurait pris peut-être pas mal de temps sur un sujet que tu veux creuser. En fait, tu as les modèles Deep Search qui existent là. Je sais que sur Gemini, ça existe, sur OpenAI, maintenant ils le font tous. Là, Claude aussi le fait, c'est récent. Et c'est incroyable ce qu'il peut te faire. Ça te fait gagner littéralement des heures et des heures. On a tous expérimenté au moins une fois le fait de poser une question. On voit bien que le modèle en a foutrement aucune idée. Et donc, il te répond, on dit il hallucine. On peut aussi dire il te pipote. Un truc avec beaucoup d'aplomb pour te répondre quelque chose. Et là, on a des modèles de plus en plus complexes avec potentiellement donc des serveurs MCP qui sont capables, qui vont permettre au modèle d'aller chercher la réponse à gauche, à droite, si je comprends bien, de sourcer les choses et d'avoir une réponse normalement la plus pertinente possible. Et vous n'avez pas peur que ça ait un effet pervers qui soit que vous allez faire de plus en plus confiance à la réponse et alors que potentiellement, on est tombé sur le cas où il vous a juste pipoté, mais avec beaucoup d'aplomb et c'est passé complètement au travers du filet. Comment faire confiance à la réponse? C'est ça ma question. Moi, j'ai pas C'est une bonne confiance. question. Moi, j'ai pas confiance dans la réponse. Quand il me demande d'installer des librairies qui sortent de nulle part, je vais quand même vérifier avant ce que fait cette librairie parce que quand il hallucine, des fois,
et il peut te donner des choses à faire qui sont pas du tout ce que tu attends, ce que tu veux. Donc, faut faire attention quand on donne l'accès à sa machine, à un outil qui est pour le coup est assez prédictible. Faut faire très attention aux commandes qu'on exécute. Faut pas lui faire confiance du tout, quoi. Mais on a tendance à être feignant en tant que développeur et on sait que si on fournit des outils comme ça, bah, la majorité des gens vont se dire: «Bah, c'est cool, on fait confiance quoi», non? Vous croyez pas? En fait, si tu fais confiance à Moi, l'outil, ça me fait peur un peu, de me dire: «C'est trop». tu vas rapidement avoir des problèmes si tu fais confiance à l'outil, hein. Je te donne pas 10 prompts avant qu'il y ait plus rien qui marche, hein. Je pense que au moins une fois sur 10, il fait n'importe quoi et il faut revert. Donc ça oblige à avoir un niveau d'attention de tous les instants. Beh, par exemple, hier soir, la personne, une des présentations a fait, donc en disant: «Voilà, on peut faire du vibe coding, mais on peut aussi faire du vibe marketing, on peut faire» et elle m'a effrayé, elle a dit: «On peut aussi faire du vibe research». Je dis: «Mais quelle horreur!» Quelle horreur en fait, c'est il y a pas un truc caché derrière là, qui dit: «Bah non, pour un outil de génération statistique, on doit pas faire du vibe research malgré tous les serveurs MCP du monde et malgré, heu» c'est quoi, bah, Cyril, par exemple, ton retour d'expérience sur le fait d'arriver à linker, tes tickets Jira, d'arriver à linker toutes les requirements de tes tâches en disant: «Ça doit être fait comme ça, comme ça, comme ça, ce sont ça les normes» et pourtant le résultat ne va pas correspondre à 100 à ce que tu lui as demandé. On est d'accord sur ce constat En fait, ça peut quand même ou correspondre à pas? 100% de ce que tu lui as demandé. Ça peut. Parce que si tu lui dis, tu lui expliques d'abord, tu lui partages ton ticket Jira, comme tu disais, tu lui partages ton design, tu lui donnes des accès à toutes les informations des prérequis, tu lui expliques comment ta code base fonctionne, tu lui donnes accès à ton code, et tu lui dis maintenant que tu as compris ce qu'il fallait faire, génère-moi la checklist de tous les points d'acceptance de ce qu'on va faire ensemble. Et après, tu lui demandes de générer la totalité de la solution. Et à la fin, tu vas pouvoir vérifier avec lui si la solution qui a été réalisée, elle correspond bien, elle coche bien toutes les cases des prérequis que tu as définis au démarrage avec. Et donc c'est même, je pense, beaucoup plus efficace que la capacité d'un humain d'avoir tous les prérequis en tête pour un développement assez conséquent. Parce que moi, j'ai une limitation en nombre de tokens qui est bien inférieure au modèle que j'utilise pour développer, malheureusement. Et donc, je pense que si on le travaille bien, si on utilise bien l'outil et que tu lui définis bien clairement, voilà la liste des points à vérifier à la fin du développement, et si tant que tout n'est pas vert, eh ben, c'est que c'est pas bon. Et je pense que c'est plus efficace aussi à ce niveau-là, c'est plus qualitatif. Non seulement c'est plus rapide, mais je pense on peut faire plus de qualité aussi quand on utilise bien ces outils. Mais on est dans un contexte cadré à la limite, dans le développement. C'est-à-dire que toi, tu as des, tu as envie d'arriver à un résultat et tu es en capacité à dire: «Voilà le résultat que j'ai envie d'atteindre». Mais quand on fait de la recherche, c'est qu'on connaît pas le résultat attendu, d'une manière ou d'une autre. Ah non, Comment tu dans la valides que le résultat attendu d'un truc dont tu ne connaissais pas la réponse? Et quand tu parles de recherche, tu peux préciser, recherche, mais donc quoi comme recherche? De la recherche fondamentale? C'est quoi comme recherche que tu parles? Eh beh, justement, c'est quelque chose qui m'a paru un petit peu flou hier soir. Ça ressemblait à de la recherche fondamentale. Il a dit qu'ils ont écrit un article de psychologie, et qu'ils ont aidé à se sourcer et à se documenter grâce à de l'IA et que ça leur avait fait accélérer énormément leurs, recherches. Heu et en fait, peut-être, mais n'empêche qu'il faut aller vérifier chacune des affirmations qui ont été, générées. Et c'est c'est sûr, hein. hyper dur et on peut avoir la tentation de juste pas le faire, quoi. Enfin, il y a pas très Ça longtemps, sort de un peu de ouais, une petite anecdote, il y a pas très longtemps, on a dû faire une recherche assez approfondie sur une thématique auquel je comprenais rien. Et, euh, et on a utilisé des outils de recherche de ce type-là. Et c'était très bien documenté à la fin. Un petit léger inconvénient, dans la liste des acteurs du marché qui étaient les plus importants à connaître, bah, il y en avait un qui n'existait pas. Parce que si tu vérifies pas, c'est possible que dans le résultat qu'on te donne, alors 90% de ce qui était
de ce qui a émergé comme données était vrai et m'a permis de gagner beaucoup, beaucoup de temps par rapport à si j'avais fait cette même recherche moi-même. Mais il y avait un point important qui était mis en avant qui n'était pas vrai. Mais ça fait gagner quand même, je sais pas, Apparemment, il y avait un, 80% du temps de recherche en fait. il y a un avocat aux États-Unis qui générait aussi tous ces plaidoyers avec de l'IA et qui citait plein de jurisprudences qui n'existaient pas, quoi. Et qui a été rayé du barreau comme ça, quoi. Ça, c'était au Et, début, hein. C'était c'est vrai qu'il y a quelques temps, alors il y a longtemps dans l'IA, pareil, hein, c'était il y a un an. Là, c'était vraiment l'âge préhistorique de l'IA. Enfin, de l'IA que nous, on connaît, hein, parce que l'IA, ça fait des dizaines d'années que ça existe. Euh, Au début, il y avait beaucoup, beaucoup d'hallucinations. En fait, il y en a quand même de moins en moins, parce qu'en fait, les modèles sont de plus en plus gros. Il y a de plus en plus de paramètres. Et la capacité aussi d'improviser, tu peux la régler aussi. En fait, c'est quelque chose on n'a pas forcément en notion. D'ailleurs, dans les outils, là, si on reparle juste vite fait de code, en fait, tu peux dire le niveau que tu lui autorises à improviser. Ça va de 0 à 2, je crois. Et là, par défaut, il est réglé sur 95%. En fait, tu lui laisses 5% d'improvisation. Et donc, tu peux encore avoir un petit peu d'hallucination, mais ça, c'est un paramètre que tu peux régler. Et il y a des modèles, donc là, c'est Notebook LM, par exemple, où tu donnes toutes tes sources. Et là, il a pas du tout la possibilité d'improviser. En fait, il va venir citer toutes les sources qu'il a utilisées pour faire son compte rendu ou pour répondre à la question que tu lui as demandé. Donc, en fait, il y a aussi moyen, et ça, c'est quelque chose qui est quand même aussi nouveau, c'est que, tu sais, c'est quand même, on doit comprendre les modèles, les limitations, et puis aussi comment les utiliser. Et ça, c'est quelque chose aussi un peu nouveau par rapport là à ce qu'on veut faire. Et des fois, si là, ton critère, c'est 0% d'hallucination, enfin, tu autorises 0% d'hallucination, ben ça, c'est des choses, en fait, qu'il faut le paramétrer. Il va prendre plus de temps à réfléchir. Et puis, dans ces cas-là, il peut te dire, je sais pas. Tu vois, aujourd'hui, on y arrive quand même. Mais c'est vrai que c'est pas le cas nominal. pour conclure, on a, on peut encore aujourd'hui, en 2025, parler de fracture numérique avec plein de gens qui ont raté le virage de l'internet et de la connaissance et de ce qu'il est possible de faire. Il y a un deuxième virage qui va sûrement se faire et une deuxième fracture qui sera peut-être encore plus grave sur la croyance de tout ce qu'on va voir et tout ce qu'on va lire et tout ce qu'on va entendre. Comment vous accompagnez les gens autour de vous sur ces sujets-là? Si c'est un des outils que vous utilisez tous les jours, est-ce que vous êtes papa tous les deux, je crois? Est-ce que vous sensibilisez déjà vos enfants à ces outils-là et comment vous les présentez à vos enfants? Moi, j'ai deux enfants, deux ados même maintenant, de 14, donc en plus c'est brevet là cette année et bac, donc troisième et première. Et en fait, moi, depuis que c'est grand public et que c'est vraiment utilisable, je leur explique, je les forme comment bien l'utiliser. Moi, à mon temps, c'était plutôt les encyclopédies dans les bibliothèques. C'est un peu plus vieux. Mais on faisait déjà des copier-coller. Et puis après, sur Internet, on faisait aussi des copier-coller de ce qu'il y avait dans Wikipédia, tu vois. Donc là, la facilité, c'est aussi de faire un copier-coller sans réfléchir. J'ai donné la question du prof, voire même, j'ai même pas réfléchi. J'ai pris la photo, puis je lui ai balancé la photo de l'exercice, puis il répond, donne-moi la solution. Tu n'as même pas pris la peine de le lire. Ah, si tu fais ça, en effet, tu as tout perdu. Par contre, si tu sais l'utiliser pour ses forces, être capable de réexpliquer ou resynthétiser, moi j'explique par exemple à ma fille comment l'utiliser pour reformuler un petit peu pour son plan ou des choses comme ça. Et en fait, dans ces cas-là, en fait, même ça peut faire des élèves augmentés aussi, tu vois. On parle de codeurs augmentés, ça peut faire des élèves augmentés où si tu sais l'utiliser et pas juste en mode copier-coller sans réfléchir, ça te donne des capacités de personnalisation en fait qui sont juste incroyablement folles. Et par contre, c'est vrai que il faut prendre le temps de les utiliser et pas juste tricher en fait. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants. Cyril? Moi, je vais aller dans le même sens que Bertrand. Moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'intérêt quand on est à l'école, c'est d'apprendre à faire les choses par soi-même. Si c'est pour faire tous ses devoirs à une IA, qui va, certes, au collège, l'IA sait faire tous les exercices que l'enfant va avoir en devoir, hein, clairement. Donc, clairement, avec ChatGPT, un élève de collège peut
n'a plus de devoir à faire ou presque. Mais si on explique du coup que la valeur, elle n'est pas dans le résultat qu'on donne à la maîtresse, au professeur le lendemain, la valeur, elle est dans l'acquisition de la connaissance qui permet de le faire soi-même. Par contre, on peut montrer que l'intérêt, c'est d'utiliser l'IA pour améliorer son travail, pointer des choses qui peuvent des manquements ou des tournures de phrases qui sont pas forcément bonnes, des erreurs de conjugaison, des fautes. Là, l'IA à l'école a tout son sens, mais il faut pas donner un compte ChatGPT Pro à un collégien, hein, sinon il terminera l'année peut-être avec des bonnes notes, mais avec aucune compréhension de ce qui s'est passé dans l'année. Mais et encore, comme sur l'âge Internet, vous êtes deux professionnels de l'informatique, vous êtes hyper sensibilisés à ça. Je me dis, c'est pas le cas de, c'est pas le cas de tout le monde. C'est quand même, je me dis, il y a toute une génération qui prend énormément de risques, quoi, là, qui va avoir la tentation de cet outil un peu magique là, et qu'il va falloir accompagner vraiment Mais fortement, c'est quoi. pas C'est seulement clair les. que l'école a son rôle à jouer là. Il y a vraiment. Ouais, vas-y. J'ai un décalage dans Vas-y, la Cyril. vidéo, je pense, dans le son. Euh, Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les enfants qui sont à l'école qui ont ce risque, parce qu'en fait, toutes les personnes qui sont pas en maîtrise de comment fonctionne l'informatique et l'intelligence artificielle peuvent avoir le même réflexe de l'utiliser comme il faudrait pas et de se retrouver à envoyer des plaidoiries avec des articles de loi qui n'existent pas. Donc le risque, il est vraiment partout. Donc, par exemple, quelque chose que j'ai fait très récemment, il y a seulement quelques semaines, c'est d'envoyer à toutes les personnes qui ont des postes un peu de management dans l'entreprise, un mail pour leur donner les clés pour comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, parce qu'on c'est très facile de se rendre compte comment ça fonctionne de l'extérieur en tant qu'utilisateur. Il y a tellement de pubs et d'outils qui émergent tous les jours qu'on en entend parler tout le temps. Donc on voit bien ce que l'IA peut faire. Mais comment ça marche dedans, ça c'est un peu plus délicat. Et donc il y a plein de vidéos de vulgarisation. Et en moins d'une heure, tu peux être déjà un peu, pas calé, mais au fait. En fait, c'est ni plus ni moins que des statistiques qui viennent te pondre le prochain mot qui correspond le mieux au prompt que tu lui as envoyé. Et donc une fois que tu as compris ça, tu comprends qu'en fait l'IA, c'est pas la vérité, c'est juste ce qu'il y a de plus probable. Et rien qu'avoir cette connaissance-là diffusée dans la tête de tout le monde, et pour les enfants c'est vrai, mais même pour des adultes qui sont pas dans des technophiles, et ben je pense que ça va les aider derrière à faire des meilleurs choix plus tard. Puis une fois de plus, pouvoir aussi accompagner les professeurs à minima, heu, Ouais. qui doivent avoir besoin d'aide. Bah, écoutez, je vous remercie, ça fait, plus d'une heure qu'on parle. Pour clôturer l'épisode, comme d'habitude, je vais vous demander, 2 petites recommandations. Donc une première recommandation culturelle, n'importe quoi, un truc qui vous a plu, un film, une série, un outil ou je ne sais quoi. Et puis, une petite recommandation d'estaminet, que j'essaye d'alimenter sur une carte, que vous pouvez retrouver sur estamitech.fr. Il y a une petite carte où vous pouvez retrouver toutes les recommandations d'estaminet des invités. Qui veut commencer? Je peux commencer. Vas-y, Bertrand. Au niveau culturel, moi j'ai regardé il y a pas longtemps la série Netflix là, avec Astérix, le combat des chefs. Je suis très friand de l'humour d'Alain Chabat. J'ai bien aimé cette série qui se regarde très vite. Voilà. Au niveau estaminet, pas loin de chez moi, à Templemar, il y a un estaminet qui s'appelle La Clé des Champs, qui fait la très bonne nourriture, un menu simple, c'est du fait maison. Et j'aime bien y aller de temps en temps. Voilà. Quelque chose que je recommande. Ça marche, merci. Cyril? Alors moi, je voudrais recommander un livre que je viens de terminer qui s'appelle Do Reset. C'est un livre sur la méditation et comment la méditation bien utilisée peut t'aider dans ta vie de tous les jours à être plus efficace et à trouver la sérénité dont tu peux avoir besoin quand tu vois quatre outils d'IA qui sortent tous les jours. Ça permet de retrouver un peu de sérénité et de calme dans toutes les choses qui bougent dans le monde. Sinon, une autre recommandation que j'ai, c'est de lire le livre aussi sur les 7 habitudes des personnes efficaces. Je trouve que c'est un livre qui permet vraiment de structurer son mode de fonctionnement et de faire en sorte d'arriver à faire beaucoup plus de choses que quand on se laisse un peu
vivre, et en mettant un petit peu de méthode dans son organisation au travail et en perso, on peut faire énormément plus de choses. Et c'est un livre, je trouve, qui a changé beaucoup ma façon de fonctionner. Donc je le recommande, parce que j'espère que ça fera pareil à plein d'autres personnes. Et oui, et Super, merci beaucoup. pour les staminés, je recommande la Maniguette. C'est un restaurant qui est à la Madeleine. Je vous recommande la Maniguette. Super. Mais merci beaucoup. Moi, je vais me permettre aussi une petite reco culturelle. J'ai regardé la série Adolescence, justement, sur Netflix, Excellent. qui est une série en 4 épisodes tournés en plan séquence, qui à la fois sur l'écriture et le côté artistique m'a bluffé, touché, tout ce que vous voulez. C'est génial. Regardez Adolescence. Et puis, ça vous aussi dans le rapport des ados aux réseaux sociaux, au rapport des hommes à la masculinité, c'est à regarder cette série. Voilà, et puis aussi une dernière annonce. J'aurai la chance d'être en clôture du DevFest, où on va essayer d'enregistrer un épisode de podcast en live, où on pourra débriefer du DevLille, pardon, ma langue a fourché. Et, et voilà, ça sera. Si vous venez au DevLille en juin, n'hésitez pas à venir le vendredi en fin d'après-midi. On essaiera de se poser en mode estaminet. Donc, on pourra partager un verre ensemble et débriefer du DevLille et partager nos impressions sur les 2 jours de conférence. Merci beaucoup, Bertrand Cyril. Je vous dis à bientôt. Merci Ludo pour Salut! l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Allez, salut.